ça va? Ça va, et toi? Ben, ça fait aller, on est là. Alors, beaucoup, d'après les rumeurs, il devrait y avoir 50 000 personnes. Ouais, il y a du monde, hein. Alors, J'ai même pas réussi à aller du départ jusqu'à l'arrivée. ben, il dit 50 000 personnes. Ah ouais, mais en tout cas, c'est une. Ah ben, au vu des éléments que j'ai, c'est pas suffisamment. C'est sous-estimé, tu penses? Non, il n'y en a pas assez. Quand on voit les images de New York, Angleterre et d'autres pays, Mhm. c'est des marées humaines. Ouais, ouais. C'est vrai qu'en France, c'est un peu. Disons, c'est un peu calmé, disons, les mouvements sociaux, quoi, Non, mais les manifestations. moi j'ai vu des vidéos étrangers, il faut voir la foule, Mhm. la mobilisation qu'il y a. En Angleterre, il y en a beaucoup? Énorme, énorme, Ah énorme, ouais. énorme, énorme. Ouais, donc, c'est en 1000, c'est pas grand-chose alors. Bah alors Ouais. je ne sais pas, en Angleterre, il y a eu un chiffre qui 400 000 personnes. Ah ouais. Mhm. Non, mais t'imagines Ah oui, c'est quand. Ouais. voilà, bon, nous on est 50 000 comparé à bon là. Mais bon, il n'y a pas de match de foot. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et s'il y avait eu un truc du Paris Saint-Germain, il y aurait plus de monde, quoi. Non, moi ce qui me dérange, c'est alors là, le 17, devant le Panthéon, il y a une mobilisation de profs, parce que les profs sont muselés. Il y a leurs élèves primaires, maternelles, lycée, collège, qui posent des questions à leurs profs. Et leurs profs, il y a quelques profs qui ont pris la parole et ils ont été sanctionnés par leur direction. Ouais. Et les profs se mobilisent parce que les élèves demandent des explications à ce fait historique qui est en train de se passer. Et alors ces élèves-là entendent génocide, guerre, antisémitisme, racisme, ils entendent plein de choses. Et les profs ne peuvent pas expliquer de façon pédagogique sans être partisans. Eh ben, ils ne peuvent pas. Et alors ils se mobilisent le 17 devant la Sorbonne, je crois. Regardez sur les réseaux sociaux, c'est affiché, annoncé. Et voilà. Et pour en revenir à ce sujet, moi j'ai un coup de gueule. Il y a des personnes en France qui sont issues, qui sont héritiers de notre histoire. Et quelle est cette histoire? C'est tous les anciens fils et petits-fils d'anciens combattants qui ont été victimes du nazisme. Il y a les fils et les petits-fils qui sont là et qui sont très colères contre Macron. Pourquoi? Parce que les instances internationales, elles ont taxé ce conflit-là de génocide. Et la France se rend complice de ce génocide-là. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec Macron. Il n'est pas comptable de la France et de l'histoire de France. Mais par contre, il est responsable de ce qui se passe aujourd'hui en étant en accord avec Israël. Il devrait prendre une position neutre, non engagée, tenir la position que De Villepin a tenue à l'ONU quand les États-Unis ont envahi l'Irak. Là, c'est la France qu'on connaît. Là, c'est la France des valeurs. Là, c'est la France des droits de l'homme. C'est la France des libertés. Mais là, quand les historiens vont se pencher sur le dossier et les inspecteurs internationaux vont faire leur rapport et rendre la France complice, là, je ne suis pas d'accord. C'est encore une tâche, je crois. Non, regarde, les Arméniens, ça s'est passé en 1917. L'Assemblée nationale en France a voté dans sa constitution et taxé la Turquie de génocidaire. Et il a fallu attendre quand même de nombreuses années pour que ce Oui, soit... mais il ne faudrait pas que ça entache l'image et l'histoire de France à cause de quelques personnes. Ils ne sont pas comptables. Ils ne sont pas propriétaires de la France. Ils sont de passage. Et Macron, dans les livres d'histoire, eh ben, on va le taxer de complice. Ça, c'est les historiens qui le feront. Je n'ai pas besoin de le dire ou de faire des allusions. Les faits sont là. Ils sont suffisamment documentés pour dire que la France et d'autres pays se rendent complices. Alors j'en appelle aux intellectuels et aux historiens de bonne conscience qui ont de la réflexion
de se regrouper et de faire une lettre ouverte adressée à Macron. C'est très important. Ce n'est pas les hommes politiques, eux ils doivent rester dans leur rôle, encore moins les médias, mais par contre les intellectuels qui ont du bon sens et surtout les historiens. Ça avait pensé à J'accuse. Disons, il y avait une tâche à l'époque et disons, Zola a remué un peu tout ça, quoi. C'est vrai que ce serait bien qu'il y ait des intellectuels, entre guillemets, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France actuellement, qui se bougent un peu, quoi. Là, la situation est suffisamment grave pour que la France soit taxée de génocidaire, complice. Regardez, il y a 2 ans, 3 ans, quand la Russie a été accueillie, enfin c'est un grand mot entre guillemets, accueillie au Mali, il y a des drones qui ont surpris des militaires, des mercenaires russes en train de commettre des exactions et des crimes contre l'humanité. Heureusement qu'il y avait les drones. Et s'il n'y aurait pas eu les drones, on n'aurait pas eu les images, on aurait dit que c'était l'armée française qui avait commis ces crimes de guerre. Et bien là, c'est un peu pareil. La France a su se protéger sur ce coup-là. Et bien encore une fois, sur le coup concernant le conflit entre Israël, la Palestine et l'Iran, il faut qu'elle prenne une certaine retenue. Il faut que la diplomatie française, telle qu'on connaît, il faut qu'elle se mette en action. Il faut qu'il se coule le cocotier. Et aussi, j'ai une info, alors il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes des services secrets français, de la DGSI, qui se sont suicidés de façon suspecte. Ça, il faut le savoir. On les a aidés à se suicider un petit peu, quoi. Il y en a qui, souvent, ça se passe dans les parkings, au sein de leur service, et d'autres ailleurs. Ce qui se passe, c'est extrêmement grave. Nos services de l'État sont complètement infiltrés. Ils ont été assassinés. Est-ce que tu sais l'origine de ces meurtres serait interne au pays ou ce sera externe à ton avis? C'est interne au pays. Ah, ok. Ça s'est passé. Un agent de la DGSI ne disparaît pas comme cela, ne se suicide pas comme cela. Parce qu'en général, ils sont solides quand même mentalement. Oui, ils sont préparés, ils sont formés, ils sont accompagnés, ils ont toutes les cellules pour qu'elles soient psychologiques ou médicales et au-delà pour qu'ils aient une hygiène et un équilibre de vie parfait. C'est du jamais vu. Donc il y a quelque chose qui sent mauvais, quoi, actuellement. Ça pue vraiment. Alors attention, il se passe des choses bizarres. On attendra et on verra, comme d'habitude. T'as pas eu d'infos à ce sujet? Non, moi je n'ai pas beaucoup d'infos. Donc, je pars si. Je ferai mieux de me taire. Je ferai mieux de me taire. Ben oui, parce que peut-être qu'il va bientôt disparaître, quoi. C'est vrai qu'il ne faut pas trop en dire, quoi, parfois. C'est pas normal. Dans notre État, il y a des gens, des fonctionnaires qui aiment la France, qui aiment les valeurs de la France, qui ont des valeurs, qui ont une éthique, et ils sont moraux, ils sont honnêtes. Et c'est ces gens-là qui ont fait évoluer l'administration française. Et t'en as d'autres, ils se servent de l'administration à des fins politiques, personnelles ou financières. Et ça, c'est grave. C'est extrêmement grave. Quand un État on arrive à ce point-là, c'est pas bon signe. Tu me diras, depuis quelque temps, ça ne sentait pas bon non plus. C'est vrai que c'est un autre élément qui s'ajoute aux autres. Ça s'amplifie. Il y a une accélération, alors. Ok, la foule arrive là, en grande masse. Je vais te laisser filmer, continuer avec eux. Je te dis à bientôt. À bientôt et au plaisir de te revoir. À bientôt, ciao. Ciao. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde aujourd'hui, ce jour. Je vais voir si j'ai pas si Bouchard n'est pas dans le coin. Mais il y a tellement de monde que c'est pas évident de le trouver, quoi.
C'est vrai que j'ai vu quelques groupes de gilets jaunes, mais ils n'étaient pas à leur côté. Mais bon, c'est vrai que Bouchard, il s'intéresse aussi à la cause palestinienne et là, il y a du monde. Ah, je vois d'autres gilets jaunes. Des gilets jaunes sur l'herbe. Bonjour. Toi, reste assise. On te serre la main exceptionnellement. Ah, gagné. Bonjour. Ouais. Voilà. Donc les gilets jaunes. Hein. Ah, je vois qu'il y a Patrick aussi là-bas, un peu plus loin. Ouais. Comment tu vas? En fait, bonjour. Ouais, ça a été chamboulé aujourd'hui. Hein. Ah ouais, c'était pas prévu. Oh, excusez-moi. Bon, bah, je vais rester à côté de toi alors. On va faire le déjeuner sur l'herbe. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, avec ma souplesse pour m'asseoir par terre, je suis passé en mode genou. Aïe. Voilà, c'est bon, là, je suis bon. Ouais, donc toi, enfin, c'est vrai qu'on aurait été quand même assez nombreux. Hein. On aurait été 30, je pense, au minimum. Quoi. Ah ouais, mais... Ils s'étaient pas motivés, disons, pour faire la manif aujourd'hui. Non, bon, on aurait pu, mais c'est vrai que c'est... Moi, je pense qu'il faut être au moins 50, 60. Ouais, mais le problème, c'est d'annuler une manifestation quand les personnes se déplacent et qu'on leur dit c'est un peu dommage. Quoi. Je sais pas. Moi, j'ai pas participé au vote, mais je ne sais pas, parce que c'est... Ben, c'est vrai, moi non plus, je n'ai pas participé au vote. Mais on n'était pas nombreux. Bon, après, c'est vrai qu'ici, on est nombreux. Hein. Ouais. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de monde à la manif pour la Palestine. Ouais. C'est la bonne nouvelle, quand même. Bah oui, ben, bon, je sais pas ce que ça va donner, nos manifs. Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher, quand même. Non, faut pas lâcher, non. La semaine prochaine, c'est Alain qui va l'organiser. Je pense que lui, il n'arrêtera pas, lui. Ouais, c'est bien, ouais. Même si on est 3 ou 4, je pense que lui... Regarde Fredo, ce que j'ai remarqué. En haut de l'immeuble, il y a une inscription 1984 et un œil à côté. Ah, c'est une référence à ce livre extraordinaire de George Orwell qui est 1984. Hein. L'œil à côté, Big Brother, voilà. Ouais. Un monde de surveillance et de flicage de la population, voilà, d'autocensure, et de lavage de cerveau. Les nouveaux mots aussi. À l'époque, ils cryptaient la langue. Et là, on a inventé le terme complotiste. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre cette époque-là. Petit à petit, on se dirige vers le monde de George Orwell, 1984. Un monde terrifiant. C'est un roman terrifiant, d'ailleurs. Il n'y a aucun espoir dans ce roman. Tout est noir. C'est plus noir que noir. Il n'y a aucun espoir. C'est un monde de flicage, de surveillance de la population, d'autocensure, de lavage de cerveau. Comment ils arrivent à laver complètement le cerveau des gens. C'est effrayant. Et c'est vrai que les femmes aussi sont des objets dans ce livre-là. Elles sont considérées comme des biens meubles. Ouais. Et c'est vrai que le passage au numérique est une étape qui nous rapproche de 1984. Hein. La reconnaissance faciale et puis l'IA et tous les moyens de flicage et de surveillance de la population. C'est absolument effrayant. Hein.
Mais c'est vrai que la suppression de l'argent liquide, Jean-Régis Didier me disait, pour les pauvres, disons les pauvres n'auront plus, ils pourront plus mendier et avoir de l'argent. Pour exclure encore plus ceux qui... Oui, et puis avec la monnaie numérique, est-ce qu'il n'y aura pas une date de péremption? Est-ce que ça ne sera pas orienté vers telle ou telle dépense? C'est effrayant quand ils pensent, hein, toutes les conditions qu'ils peuvent mettre. Ben, par exemple aussi avoir une bonne note, être un bon citoyen. Un crédit social pour pouvoir bénéficier des... Les gilets jaunes tiennent la vie de 50. Des avantages sociaux, voilà, des... Ouais, crédit social, enfin, tout ce qu'on peut imaginer d'autre. Toutes les saloperies. Toutes les saloperies qui peuvent créer, avec tous les moyens techniques qui existent, dont l'IA d'ailleurs. Voilà. C'est vrai qu'avec les moyens que l'on a actuellement, à l'époque 39-45, l'occupation en France, t'imagines s'ils avaient eu ce pouvoir-là? Le problème, c'est que maintenant, ils ont ce pouvoir et que je ne pense pas qu'ils soient bien plus bienveillants actuellement. Quoi. C'est sûr. Il ne faudrait pas que la France soit en conflit militaire, parce que alors là, ils vont fliquer, ils vont avoir toutes les excuses pour fliquer un maximum la population. Mais c'est vrai que déjà l'excuse du Covid, ils ont bien. Je pense que c'était un test, il a été réussi au la main là. Les Français sont champions du monde pour la soumission. Complètement soumis. C'est effrayant pour l'avenir. Alors oui, je parlais tout à l'heure à Alain, parce que je vais changer complètement de sujet. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on parle en ce moment. J'ai beaucoup lu de bouquins ces derniers temps sur un sujet qui me fascine, c'est l'assassinat de Kennedy en 1963. Les Américains n'en sont toujours pas sortis. C'est un traumatisme, ça traumatise les Américains depuis 60 ans. Chaque président américain, les deux derniers, ont déclassé beaucoup de documents, pas tous. Hein. C'est un traumatisme depuis plus de 60 ans pour les Américains, l'assassinat de Kennedy. Ma mère, qui a 87 ans, se souvient encore du moment où elle a appris la mort de Kennedy. À l'époque, c'était pas la radio, hein, parce que mes parents n'avaient pas la télévision, il n'y avait pas d'ordinateur, de portable. C'est pas la radio. À l'époque, c'était RTL ou Europe numéro 1. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais te retracer. Bon, je ne sais pas qui a tué Kennedy, je ne suis pas plus malin qu'un autre. Hein. Personne ne le sait pour l'instant et sans doute personne ne le saura jamais. Alors, il faut d'abord parler de différentes choses avant de parler de cette fameuse journée du 22 novembre 1933. D'abord, des Kennedy, de la famille Kennedy. C'était au départ des immigrés irlandais qui sont venus aux États-Unis au 19e siècle pour fuir la misère qu'il y avait en Irlande. Et c'est le père de JFK, Joseph, qui a enrichi la famille dans les années 30 pendant la période de la Prohibition en faisant du commerce d'alcool illicite. Voilà. Et après, comme il était un très généreux donataire du Parti démocrate, le président démocrate de l'époque, Roosevelt, l'a nommé ambassadeur en Angleterre, à Londres, entre 1938 et 1940. Le problème, c'est que ça n'a pas duré longtemps, parce qu'au début de la guerre, en 1940, l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne. Churchill, le Premier ministre anglais, s'est plaint au président américain, Roosevelt, que son ambassadeur ne le soutenait pas beaucoup dans sa guerre contre l'Allemagne. Oui, parce que Roosevelt's père, Joseph, était pas loin d'avoir des opinions pro-nazis. Donc, le président américain a débarqué Roosevelt du poste d'ambassadeur des USA en Angleterre. Et après, le père de JFK n'a eu qu'une seule obsession, mettre un de ses fils à la présidence des États-Unis. Il avait une famille nombreuse. Il avait d'abord reporté toutes ses ambitions sur le fils aîné, Joseph. Il s'appelait Joseph comme le père. Et malheureusement, Joseph, qui était aviateur pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est fait tuer au combat. Donc après, il a reporté toutes ses ambitions sur son deuxième fils, JFK. Voilà. Il a financé toutes ses campagnes en tant que sénateur. Et en 1960, JFK se présente aux primaires, face à Johnson, aux primaires pour l'investiture démocrate aux élections présidentielles de 1960. Alors là, il a arrosé tout le monde.
le père Joseph, parce qu'il a arrosé tous les grands électeurs, parce que les élections là-bas se jouent pour les grands électeurs, il a arrosé tous les grands électeurs pour que son fils remporte les primaires démocrates en 1960. À tel point qu'il a dit un jour, c'est bien connu, il a dit un jour, avec tout l'argent que j'ai dépensé pour acheter des grands électeurs, j'aurais pu faire élire mon chauffeur. Il n'a pas dit mon cheval, hein, c'est presque, mon chauffeur. Voilà. Ça aurait été Néron alors s'il avait fait. Voilà. Donc voilà un peu l'origine de la famille Kennedy au moment où le JFK arrive à la présidence. Voilà. L'élection présidentielle en 60 entre le républicain Nixon et le démocrate Kennedy s'est joué dans un mouchoir de poche, au fil du rasoir. Et on dit que la mafia aurait aidé JFK à remporter l'élection dans certains États. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, le père Joseph avait le soutien de la mafia. Et c'est pour ça que la mafia a été très mécontente de toutes les mesures que le frère de John a prises contre elle comme ministre de la Justice lorsque les Kennedy sont arrivés au pouvoir. Voilà. Donc voilà. Le contexte du côté de la famille Kennedy. Lee Oswald, le supposé, je dis bien supposé assassin de Kennedy. Parce que moi je pense qu'il a effectivement tiré sur le président mais qu'il n'était pas le seul. Alors Oswald, voilà typiquement le genre de personnage que tu peux manipuler très facilement. C'était un individu extrêmement perturbé, influençable, manipulable, qui s'enflammait pour certaines causes et après, ça retombait comme un soufflet. Il a eu une enfance très difficile, il n'a pas connu son père qui est mort à sa naissance, sa mère a connu beaucoup de bonhommes, a très souvent déménagé, il a eu des problèmes psychologiques à l'école, Lee Oswald, suivi par les psys. Voilà. Après, il est entré dans l'armée, Lee Oswald, comme tireur d'élite, hein, tu vois, par rapport à l'assassinat de Kennedy, comme tireur d'élite, et là aussi, il s'est fait remarquer. En plus, il était communiste à l'époque et ça ne plaisait pas du tout à ses copains militaires. Il s'est battu plusieurs fois avec ses collègues militaires, traduit devant des tribunaux militaires. Enfin, voilà. Et il a finalement démissionné de l'armée. Et durant cette année 1963, parce que je rappelle que Kennedy a été assassiné le 22 novembre 1963, il était très instable au niveau du boulot. Il a changé plusieurs fois de travail. Et il a juste avant l'assassinat de Kennedy, il a trouvé un travail au dépôt de livres scolaires où il a tiré sur le président. Voilà. Donc c'était quelqu'un de très instable, Lee Oswald. Très instable. Il était jeune au moment des faits. 24 ans quand il a tiré sur le président. Il était très instable, il s'enflammait facilement et ça retombait comme un soufflet. Un personnage facilement manipulable. Voilà. Et enfin, le contexte des USA à cette époque. En 1963, intérieurement, il y avait évidemment la lutte pour les droits civiques, le grand combat de l'époque, parce qu'à l'époque, dans les trains, dans les bus, il y avait des sièges réservés aux Blancs. Donc c'était l'époque de la lutte pour les droits civiques. Au niveau intérieur aussi, l'imprégnation de la mafia sur toutes les affaires. Il y avait une très grande corruption dans la police. On achetait les policiers à l'époque. Ça a duré jusqu'aux années 70. Et il n'était pas rare à l'époque que des politiciens, que des juges, que des flics et que des mafieux bouffent ensemble. C'était une époque d'immense corruption aux États-Unis. Voilà. Et le contexte extérieur de cette année 63, c'est évidemment la guerre froide avec la Russie. Voilà. Et Oswald, qui était complètement instable, est parti vivre plusieurs années dans l'ex-URSS, où évidemment, on peut le supposer, vu le climat qui régnait, il a été surveillé de très près, à la fois par le KGB et à la fois par la CIA. Et je pense qu'il n'a pas été que surveillé. Il a été approché, à la fois par le KGB et par la CIA. Voilà. Et puis il s'est enflammé pour la Russie, mais il a trouvé qu'il y avait beaucoup de bureaucratie. Il est revenu aux États-Unis et après il s'est enflammé pour Cuba et Castro. Voilà. Mais il avait comme ça, il s'enflammait facilement. Voilà, un personnage facilement manipulable. Voilà. Alors, le 22 novembre 1963, alors là, oui, parce qu'il faut encore te dire qu'il y a des témoins. Tout ce que disent les témoins sur cette journée est sujet à caution. D'abord, les témoins ne sont pas d'accord sur certaines scènes. Scènes importantes de cette journée. Il y a plein de scènes, les témoignages sont différents. Par exemple, dans Lee Oswald, si c'est lui qui tue un policier, le fameux Tippit, il y a des témoins qui disent qu'ils ont reconnu Oswald parce que son nom commençait à circuler. Les policiers commençaient à le rechercher parce qu'il mettait quelques heures après l'assassinat du président.
Et d'autres témoins disent non, c'était pas Lee Oswald. Sur toute cette journée, le 22 novembre 63, il y a les témoins ne disent pas la même chose. Pareil, quand il a été arrêté dans le cinéma, Lee Oswald, on a dit que c'était l'ouvreuse, parce qu'il est allé dans un cinéma sans payer. Et c'est l'ouvreuse qu'il a vu qui a appelé la police. Mais il y a d'autres versions qui disent que c'est un commerçant qui l'avait repéré, se cachant, se dissimulant et entrant dans le cinéma sans payer, qu'il aurait téléphoné à la police. Bref, les témoignages divergent. Et en plus, avec le temps, certains témoins se sont rétractés. Il faut dire qu'ils n'ont pas arrêté d'être entendus. Les témoins de la journée du 22 novembre 1963. Ils ont été entendus par la police au moment des faits. Ils ont été entendus par la commission Warren, mise en place par le président Johnson pour savoir la vérité. Pour savoir la vérité entre parenthèses, hein, parce que comme disait Clémenceau, si tu veux étouffer un scandale, crée une commission. Voilà. Et ces témoins ont été entendus en 78-77 quand le Congrès américain a diligenté une nouvelle enquête. Du moins pour ceux qui étaient encore en vie. Donc ils ont été interrogés un nombre de fois incalculable, y compris par des journalistes. Et avec le temps, certains témoins se sont rétractés. Non, j'ai pas dit ça. Ah ben non, je pense que je me suis trompé. Enfin, bref, c'est un sac de nœuds, cette journée du 22 novembre 1963, sans compter que comme on dit maintenant, l'État profond voulait imposer la thèse que Lee Oswald avait été le seul tireur et qu'il avait été manipulé par personne. Voilà, c'était l'œuvre d'un exalté. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, alors, il faudrait cette histoire hante beaucoup de gens dans le monde. Il faudrait des années pour tout parler, pour évoquer cette journée. Enfin, c'est incroyable. Parce que Lee Oswald, d'abord, il a tiré sur le président de l'immeuble où il travaillait, au 5e étage. C'est quand même incroyable qu'il ait tiré sur le président dans l'immeuble où il travaillait pour se faire opérer. Alors là, il n'y a pas mieux. En plus, l'arme, la carabine, il l'a dissimulé. Il s'est sauvé juste avant que la police encercle l'immeuble. Parce que la police avait repéré d'où venait le tir. Du moins un des tirs. Voilà. Donc, il s'est sauvé juste 10 minutes avant que la police encercle l'immeuble. Et il a laissé son fusil avec ses empreintes et des douilles. Donc, on ne comprend pas qu'il n'ait pris aucune précaution, si ce n'est qu'il avait des complices et qu'il savait qu'il allait être exfiltré. Parce qu'il y a beaucoup de théories auxquelles moi j'ai tendance à croire, c'est que qui a tué Kennedy, c'est la police de Dallas. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le Texas était un État très raciste, très suprémaciste, la suprématie des Blancs, voilà. Il y avait encore du Ku Klux Klan dans ces années-là, très virulent, très influent au Texas. Et les Texans craignaient beaucoup Kennedy, un démocrate, qui pensait qu'il allait faire avancer les droits civiques des Noirs. Voilà. Donc je pense, moi, qu'il a été un pigeon. D'ailleurs, Lee Oswald, quand on regarde sur YouTube, il est interrogé par des journalistes au commissariat, je me note au point, il parle aux journalistes, il s'en va, il se retourne et il dit à un moment donné en anglais « Je ne suis juste qu'un pigeon ». Voilà. Je pense qu'il n'a été qu'un pigeon, qu'il a été, c'est la police, c'est mon avis personnel, c'est la police de Dallas qui a tué le président Kennedy, qu'il y avait plusieurs tireurs, il y en avait minimum 2, il y avait Lee Oswald dans ce dépôt de livres scolaires, mais quand on regarde bien la vidéo de l'assassinat du président Kennedy, il y a plusieurs impacts de balles, il y en a un derrière, donc ce qui ça équivaudrait un peu à la position de l'immeuble où travaillait Lee Oswald, et devant, il y a un projectile qui vient devant, et devant, il y avait le pont de l'autoroute. Et la théorie auquel moi je crois et que certains croient, c'est qu'il y avait un policier de Dallas sur l'autoroute. Donc il y avait plusieurs tireurs. Hein. Il n'y avait pas qu'un seul tireur, avec plusieurs impacts de balles. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, Fredo, c'est que ce type, Lee Oswald, qui tire sur le président, s'il a tiré sur le président, parce que certains écrivains, certains passionnés par cette histoire disent qu'il n'a pas tiré sur le président. Pour moi, il a tiré sur le président, mais il n'était pas le seul. C'est qu'il se sauve du lieu professionnel où il travaillait, où il a tiré sur le président. Mais moi, j'aurais assassiné le président. J'aurais prévu avant soit une cache pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou alors de m'exfiltrer, de fuir Dallas. Dallas est très proche de la frontière mexicaine. Pourquoi il n'a pas fui au Mexique? Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable. Il a tiré sur le président, il se balade pendant plusieurs heures dans Dallas. Alors, il prend un bus au risque de se faire remarquer, il prend un taxi au risque de se faire remarquer, il revient chez lui, il change de vêtements, il se balade dans la rue, et là, autre scène incroyable. Cette histoire rend fou. Je l'ai dit à Alain, l'assassinat du président Kennedy, c'est une histoire qui rend fou. Alors là, un policier qui a sa description, le fameux policier Philippe, l'arrête. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les policiers de Dallas avaient pour instruction
d'effectuer leur patrouille minimum par 2. Parce que les Texans, ils ont sang chaud, hein, ils dégainent facilement leurs armes. Hein. Donc, les policiers de Dallas avaient pour instruction dans leur patrouille de se déplacer minimum par 2. Il était tout seul. Pourquoi le policier Tillit était tout seul? Alors moi, je dirais tout simplement, il faisait partie du complot et il allait flinguer en toute discrétion Lee Oswald. De toute façon, l'espérance de vie de Lee Oswald n'était pas grande dans tous les cas de figure. Donc, il s'est passé une scène incroyable. Le policier Tillit croit voir la description de Lee Oswald qui commence à circuler dans un homme qui quand même il marche dans la rue mais il essaie de pas trop se montrer. Bon bref, il l'arrête pour faire un contrôle d'identité. Alors d'après des témoins, mais méfions-nous des témoins, la discussion a l'air très calme au départ. Mais je ne comprends pas. Si le policier pense que c'est Lee Oswald, si le policier pense que c'est le seul type qui a tué le président des États-Unis, mais il ne lui parle pas gentiment. Il a la main sur son cote. Et il s'est passé la scène, c'est que Lee Oswald a décroché son pistolet le premier et a tué ce policier Tillit de 4 balles, à bout portant. C'est incroyable, le policier est à terre, mort. Lee Oswald, si c'est Lee Oswald, Lee Oswald tire une 5e balle dans le cerveau du policier qui est à terre et qui est mort. C'est quand même bizarre. On dirait que c'est soit une vengeance, soit alors un règlement de compte ou une vengeance. Donc, voilà. Et ensuite, Lee Oswald se balade tranquillement dans Dallas et là, incroyable. Alors là, cette affaire rend dingue. Il rentre dans un cinéma. Moi, je sais pas, j'aurais assassiné le président des États-Unis, j'irais pas au cinéma. En plus, il va dans un cinéma en respiant, sans payer sa place. Au risque d'être vu, ben, il a été vu. Il aurait été vu par l'hôtesse. Comment on appelle ça, l'hôtesse de... L'accueil, ouais, je sais pas quoi. La caissière, non Oui, la caissière je ne trouve pas le mot de l'hôtel, il a été vu par un commerçant à côté. Et là, la police est arrivée en nombre et ils l'ont arrêté. Voilà. Et 2 jours après, alors les policiers au commissariat de Dallas l'ont questionné, interrogé. Alors, il n'y a aucun enregistrement audio. C'est bien dommage de cet interrogatoire. Et il n'y a aucune transcription écrite aussi à ma connaissance. Et 2 jours plus tard, alors on est chez les dingues, je crois bien, Fredo. C'est une histoire de dingue à devenir fou. 2 jours plus tard, Lee Oswald est assassiné à l'intérieur du commissariat de Dallas, il faut le faire quand même. Lee Oswald est assassiné dans le commissariat de Dallas par Jack Ruby. Et là aussi, on entre chez les dingues. Jack Ruby était un tenancier de boîte de nuit. Les mauvaises langues disent qu'il était un indique de la police. C'est fort possible parce qu'il avait ses entrées au commissariat de Dallas, comme il entrait, il sortait comme il voulait. D'ailleurs, le journaliste Philippe Labro, qui est mort il y a quelques jours, qui était dans ce commissariat de Dallas, il est arrivé le lendemain de la mort du président à Dallas. Il a parlé avec Jack Ruby, qui lui a parlé de la France et tout, et il a dit, pourtant, c'est pas un complotiste, le journaliste qui est mort, Philippe Labro, il a toujours dit jusqu'au bout que le président Kennedy avait été tué par un seul homme, Lee Oswald, et qu'il n'y avait pas eu de complot. Et Philippe Labro, dans toutes ses interviews, il est mort il y a quelques jours, dans tous ses bouquins, il avait écrit un bouquin très bon, on a tiré sur le président, il dit que Jack Ruby entrait et sortait dans le commissariat de Dallas comme dans un moulin. Il appelait les flics par leur prénom, et puis les flics avaient leur ronde serviette dans le cercle, on appelle ça. C'était quoi? C'était une boîte de nuit. Donc, les policiers de Dallas avaient leur serviette dans ce bar de nuit que tenait Jack Ruby. Donc, Jack Ruby, vraisemblablement l'indique de la police, a tiré et tué Lee Oswald dans le commissariat de Dallas 2 jours après son arrestation. Malheureusement, ça a fermé beaucoup de portes maintenant. Et depuis plus de 60 ans, cette affaire hante les Américains. Elle hante les Américains. On ne sait pas qui a tué. Il y a des centaines de bouquins qui sont sortis. Il y a encore sans doute des centaines de bouquins qui vont sortir parce qu'il y a des jeunes maintenant qui s'y intéressent à cette affaire. Des jeunes, j'ai vu sur YouTube des jeunes qui s'intéressent à cette affaire. Qui a tué le président? Il y a des tas de versions, hein, tu le sais autant que moi, hein. Mais je ne vais pas les dire ici. La dernière, c'est le Mossad. La dernière version, c'est le Mossad, parce que Kennedy
n'aurait pas voulu que les Israéliens aient la bombe atomique, mais on a dit la mafia, on a dit le complexe pétrolier, le complexe militaro-industriel, on a dit la CIA, on a dit le KGB, on a dit quoi, Castro, enfin bon, il y en a 50. Mais on ne sait pas, au jour d'aujourd'hui, qui a tué, qui a donné l'ordre de tirer sur le président des États-Unis. Mais tu sais, Kennedy était léger aussi, parce que ses services de sécurité lui avaient recommandé de, comment dirais-je, de ne pas circuler dans une voiture décapotable. Il lui avait recommandé de circuler dans une voiture décapotable normale, quoi, pour ne pas être exposé à des tirs extérieurs. Et Kennedy avait refusé, parce qu'il voulait montrer sa jeunesse, montrer la jeunesse de sa femme, voilà. Il avait été élu en partie pour ça, pour sa jeunesse, hein. Voilà. Voilà, donc il est un peu responsable, Kennedy, là-dessus. Voilà, mais on lui doit beaucoup à Kennedy, parce que lors de l'affaire des missiles de Cuba, en 1962, heureusement qu'il a gardé son calme, qu'il n'a pas écouté ses conseillers militaires qui lui conseillaient un affrontement militaire avec la Russie. Il a empêché peut-être une apocalypse nucléaire à ce moment-là. Malgré sa jeunesse, Kennedy est resté très calme, très maître de lui-même pendant des heures cruciales, des nuits cruciales, où l'affrontement nucléaire entre la Russie et les USA était très proche. On lui doit beaucoup, beaucoup, beaucoup à Kennedy. Voilà, donc on ne sait pas. On ne sait pas qui a tué Kennedy. Ça hante les Américains depuis plus de 60 ans. Là, il y a le neveu de JFK qui est ministre de la Santé. Mais est-ce qu'il va aider? Est-ce que ça va pouvoir aider à ce qu'on rouvre l'enquête, qu'il y ait de nouveaux éléments qui sortent? Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait. Voilà, ça nous hante un peu aussi, nous aussi. Hein. C'est vrai, cette jeunesse éternelle qu'il avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on pourrait en parler pendant des nuits. Hein, parce que alors qui a tué le petit Grégory alors oh, je ne sais pas étudier l'affaire, mais il paraît qu'on le sait. Ouais. On paraît que... Apparemment, c'est Bernard Laroche, d'après ce que j'ai entendu, mais j'en sais rien. Beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'affaire disent que c'est Bernard Laroche, mais malheureusement, le meurtre de Bernard Laroche par l'époux Guillemin a enterré toute possibilité de savoir réellement la vérité sur cette affaire qui est épouvantable. Pauvre gamin, pauvre petit Grégory, c'est épouvantable ce qui est arrivé. Ouais. Voilà, l'affaire Kennedy, alors là, on ne saura jamais la vérité. Ouais. Ben, je te remercie. Voilà, merci. Ouais. Et merci. Alors, je reprends dans mes petites manifestations. Tu viendras samedi prochain, à la prochaine manif? Bah oui, j'espère que ça. Bah oui, il y a de moins. Non, mais là, je pense qu'Alain, il annulera pas lui. Ouais, c'est bien. Ouais, mais je viendrai. Ouais. Je parlerai d'autres choses si je te vois, voilà. D'accord. Ah, je me suis intéressé à bien d'autres affaires. Hein. La mort de Coluche, par exemple, j'en parlerai. Ah, c'est vrai que c'est intéressant. La mort de Coluche, la mort de Bérégovoy, la mort de François Grossou, des morts mystérieuses qui ont prêté lieu à beaucoup de rumeurs. Il faut faire la part des choses, parce que toutes les rumeurs ne sont pas vraies. Dire qu'une personne a été assassinée, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, hein, parce que c'est quand même des éléments. Ah ouais, aussi, il y a Balavoine aussi. Oui, c'est facile de dire qu'une célébrité, quand elle décède, elle a été assassinée. Et la disparition aussi d'un des deux frères ennemis. Oui, je me souviens. Ouais, on n'a jamais su ce qu'il est devenu. Hein. Bah, tu sais, des personnes qui disparaissent, on ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Une personne a le droit de disparaître. Hein. Ouais, mais une célébrité qui disparaît, c'est quand même compliqué, quoi. Oh, c'était une petite célébrité quand même, mais si tu as le droit de disparaître, hein, t'es adulte, tu as le droit de disparaître. Hein. Bien sûr. Ok, ben... Merci, Fredo. Merci aussi à toi. Allez, on va se lever. Allô.
Des multinationales, des marchands de canons, des exploiteurs et pilleurs. Comment croire que ces gens-là seraient au service de opprimés et exploités? La seule solution, c'est de les renverser. Et pour ça, la seule force, c'est celle des travailleurs et des travailleurs. Notre arme, c'est la grève, comme l'ont montré les dockers à Marseille. Mais on n'a pas attendre, on n'a pas demandé à qui demander à Macron, s'il te plaît, sois gentil, non. Non, on n'a pas demandé à ces hypocrites. Nous avons à prendre nos affaires en main, ici comme partout dans le monde. On vous donne des rendez-vous cette semaine. Rendez-vous d'abord, on l'a dit, le 18, la solidarité, le mercredi à midi, en porte de Clichy, pour le procès d'Anas Kazib, parce que évidemment, on ne laisse rien passer, aucune répression. Et donc on sera là, soyons nombreux, nombreuses. Et un autre rendez-vous, c'est jeudi à 19h. Comment? Et donc, jeudi, pardon, réunion publique des camarades des jeunes qui a révolutionné pour connaître le lieu exact. Approchez-vous des militants des citadins du NPA. Et nous, on se tous, évidemment, on là, cette famille, on se quitte à nous, notre tradition, sur les organisations de en tout cas, Bon, ben, je vais pas tarder à rentrer. Il a droit et c'est ok. C'est ok. Un dernier petit tour. Voilà, donc quelques fourgonnettes de police au loin pour surveiller que tout se passe bien. Quelques manifestations qui sont plutôt calmes. Manifestants plutôt. Bon, ben, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous revoir.